Les candidats aux élections présidentielles, législatives et sénatoriales de samedi au Nigeria prennent part ce jeudi à leur dernier jour de campagne. Une campagne qui se sera déroulée dans un contexte relativement calme. En Côte d'Ivoire, libération du député Alain Loboyan, proche de Guillaume Soro, à qui il était reproché un tweet. Il a vu ce mercredi sa peine réduite à 6 mois avec sursis en appel. Les rois du Maroc et d'Espagne ont présidé mercredi à Rabat à la signature de 11 accords bilatéraux. C'était à l'occasion de la visite d'État du souverain espagnol au Maroc, premier partenaire commercial. Dernière session de l'information de la journée sur SICA à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue. Les candidats aux élections présidentielles, législatives et sénatoriales de samedi au Nigeria prenaient part ce jeudi à leur dernier jour de campagne. Ce, dans un contexte relativement calme dans ce géant de l'Afrique de l'Ouest. Tout devrait donc se jouer comme en 2015 entre le PDP qui porte la candidature d'Atiku Abubakar et l'APC qui présente encore une fois le président sortant Muhammadu Buhari. Les deux candidats principaux qui s'affrontent pour la présidentielle, le président sortant Muhammadu Buhari du Congrès des progressistes APC et Atiku Abubakar du Parti populaire démocratique PDP, sont tous deux entrés dans leur état d'origine respectifs, Katsina et Adamawa, pour un dernier meeting. Buhari, 76 ans, et son rival, ancien vice-président de 72 ans, iront tous deux voter dans leur village samedi. Dans un communiqué intitulé « Adresse à la nation », Abubakar a accusé le chef de l'État d'avoir échoué dans le domaine de la sécurité, d'avoir mené une politique anticorruption biaisée, car ne visant que les membres de l'opposition, et une politique économique faible, entraînant le pays en récession. Le Nigeria ne pourra pas survivre à 4 ans de plus de cette médiocrité et de cette mauvaise gestion, a écrit l'ancien vice-président d'Olusegun Obasanjo, pour qui réélire le président Buhari conduirait le pays de 190 millions d'habitants au désastre. Septuagénaire et ancien sur la scène politique du pays, le candidat de l'opposition a toutefois cherché à se présenter comme un homme jeune, dynamique, pro-business et féru de nouvelles technologies. De son côté, le général Buhari, qui avait dirigé le pays une première fois en 1983 pendant les dictatures militaires, a reconnu que son mandat n'a pas été un long fleuve tranquille dans un discours qu'il a lu et posté sur les réseaux sociaux. Habillé comme à son habitude, en tenue traditionnelle Haoussa, il a toutefois insisté sur les progrès importants réalisés sous sa présidence. Certains d'entre eux sont visibles, d'autres sont encore en phase de réalisation, a-t-il déclaré, demandant à ses partisans de lui permettre d'achever les chantiers anticorruption et économiques. Au Bénin, à quelques semaines des élections législatives, les groupements politiques affûtent leurs armes. Hier mercredi, le MSR, entendez, le mouvement socialiste révolutionnaire de Habib Arandessi, a annoncé officiellement son appartenance au bloc du Parti Union sociale libérale, USL. Reportage. Le parti Union sociale libérale accueille un nouvel allié en vue des prochaines joutes électorales au Bénin. Il s'agit du mouvement socialiste révolutionnaire dont les responsables et militants justifient le choix par de nombreuses raisons. Le MSR a décidé d'affronter les prochaines élections législatives aux côtés du parti Union sociale libérale. L'USL parce qu'elle a des ramifications idéologiques d'abord avec le mouvement socialiste révolutionnaire. Parce qu'elle regorge aujourd'hui assez de jeunes combattants qui ont été au charbon avec nous. Parce qu'elle a décidé de positionner assez de femmes et de jeunes crédibles pour les prochaines élections. Parce qu'elle va à un challenge qui déterminera son avenir politique.
Cette décision est issue du congrès tenu par le mouvement socialiste révolutionnaire les 10 et 11 février dernier. Pour le parti, ces élections seront l'occasion de guérir les graves blessures causées par la 7e législature. Le mouvement socialiste révolutionnaire s'engage donc à faire élire à l'Assemblée nationale pour le compte de cette 8e législature des députés patriotes et jeunes. Notons que les élections législatives sont prévues pour le 28 avril 2019. 151 personnes ont été inculpées depuis mercredi au Cameroun pour hostilité contre la patrie et insurrection. Parmi elles, le principal opposant, Maurice Kamto. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le vice-président de son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. La plupart des inculpés a été placés sous mandat de dépôt à la prison principale de Yaoundé. Il y a eu une vingtaine de libérations provisoires de personnes qui ont présenté des garants et payé une caution pour comparaître libres, a déclaré Emmanuel Sim, vice-président du MRC et avocat. Mardi soir, Maurice Kamto et environ 150 de ses partisans, arrêtés fin janvier et en garde à vue depuis, avaient été emmenés au tribunal militaire de Yaoundé. Depuis, ils ont été présentés au juge par vagues. Dans la nuit de mardi à mercredi, une première vague comprenant le leader du MRC a été inculpée pour rébellion, insurrection, hostilité contre la patrie et transférée à la prison centrale de Yaoundé. Il existe une certaine différence. Les leaders sont poursuivis pour 8 raisons au total, tandis que beaucoup de militants le sont pour moins de chefs d'inculpation, a expliqué Sim. Tous les inculpés l'ont néanmoins été pour au moins hostilité contre la patrie et insurrection, a-t-il affirmé. L'hostilité contre la patrie est théoriquement passible de la peine de mort, toujours en vigueur au Cameroun, mais qui n'a pas été appliquée depuis plus de 30 ans. Maurice Kamto, 64 ans, avocat de renom et ancien ministre, est arrivé deuxième à la présidentielle d'octobre 2018, loin derrière Paul Biya, réélu pour un 7e mandat consécutif. Il qualifie depuis la victoire du président sortant, 86 ans, dont 36 au pouvoir, de hold-up électoral et a plusieurs fois appelé à des marches de protestation interdites par le pouvoir. Je l'annonçais en titre en Côte d'Ivoire, le député de Fresco Sud, Alain Loboyon, proche de Guillaume Kibafori-Soro, a vu ce mercredi sa peine de prison de 12 mois ferme, réduite à 6 mois avec sursis. En appel, il lui est reproché un tweet dans lequel il accusait le procureur de vouloir faire arrêter un de ses collègues. Député, les précisions. Le président de la Cour d'appel, Ali Yeo, qui a suivi le réquisitoire du procureur général Marie-Léona Lebris, a demandé la libération immédiate de Loboyon, dont l'incarcération le 15 janvier et la condamnation à de la prison ferme le 29 janvier avait fait couler beaucoup d'encre dans un climat politique tendu à l'approche de la présidentielle de 2020. Il avait été déclaré coupable de propagation de fausses nouvelles, incitation à la violence et trouble à l'ordre public en première instance. Âgé de 50 ans, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Loboyon, qui avait cessé dimanche une grève de la faim, a paru soulagé par la décision. C'est une décision mi-figue, mi-raisin, a déclaré un de ses conseils, Maître Afoussiata Bamba Lamine, ancienne ministre et proche également de Guillaume Soro. Pour lui et sa famille, c'est une bonne chose qu'il soit libéré. Nous, les avocats, on n'est pas contents de la décision, mais on est heureux à titre personnel qu'Alain ait été libéré. Aucun élément ne permettait de condamner notre client. Nous voulions un acquittement total, a-t-elle poursuivi, soulignant que Loboyon allait se pourvoir en cassation. C'est la première fois peut-être dans le monde qu'un élu est condamné pour un tweet. Ça ne fait pas honneur à notre pays, a conclu Maître Bamba, qui parle de procès politique. Guillaume Soro, qui a reçu Loboyon dans la foulée, a démissionné ce vendredi de son poste de président de l'Assemblée nationale, poussé vers la sortie par son ancien allié, le président Alassane Ouattara. Au Niger, le respect des droits de l'homme dans toute sa dimension est au centre des préoccupations de l'association des blogueurs pour une citoyenneté active. Selon l'association, des efforts notables ont été enregistrés depuis la conférence nationale. Toutefois, certains droits sont loin d'être une réalité. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Le Niger est un État de droit qui a ratifié toutes les conventions relatives aux droits de l'homme. Ce faisant, les citoyens, en toute légitimité,
peuvent aspirer au droit au logement, à l'éducation, à la santé ou encore à l'alimentation. Des droits que l'État a le devoir de garantir à tous. Cependant, selon le constat de l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active, ce sont des droits dont la garantie n'est pas effective et mieux méconnue par les citoyens. C'est pourquoi l'association s'investit dans la campagne de promotion de ces droits. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre dans une société plus juste, plus égalitaire, une société où chacun a droit à la santé, à l'éducation, à un toit. Une société où chacun peut avoir ses 3 repas par jour. Tel est le défi qui se présente aujourd'hui à notre pays et là, nous sommes tous concernés, aussi bien les dirigeants que ceux qui ne sont pas aux affaires. La violation des droits de l'homme s'observe dans certains cas chez les citoyens eux-mêmes, notamment en ce qui concerne les droits économiques et sociaux, a fait remarquer le panéliste Nuhu Mamadou Arzika. C'est carrément entre les citoyens qui a abus de droits. Vous allez voir aujourd'hui des gens qui vont, par exemple, sur les questions économiques et sociales. Mais vous allez voir la manière dont nous développons une intolérance caractérisée dans notre quotidien, où les gens développent une méchanceté gratuite, alors que nous voulons être des bons citoyens. Nous voulons à ce qu'au Niger, comme nous l'avons dit, notre ambition, c'est de bâtir une république, une et indivisible, démocratique et sociale, qui soit une république qui soit assise sur des fondamentaux importants que sont le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, la justice sociale, la solidarité nationale, qui sont des valeurs que la République porte. L'État du Niger se défend, les droits de l'homme sont totalement respectés. Aucun détenu politique dans les prisons, la liberté d'expression et de presse sont garanties. Cependant, l'opposition, et particulièrement le modem Mouloumana de Hamamadou, n'est pas de cet avis. Le parti compte des militants qui gardent prison. Les rois du Maroc, Mohamed VI, et d'Espagne, Felipe VI, sont présidés mercredi à Rabat à la signature de 11 accords bilatéraux. C'était à l'occasion de la visite d'État du souverain espagnol au Maroc, dont l'Espagne est le premier partenaire commercial. Les images. Rabat et Madrid s'engagent notamment à établir un partenariat stratégique dans plusieurs domaines, dont ceux de l'énergie, de la lutte contre la criminalité, du développement d'une 3e interconnexion électrique Maroc-Espagne. Un mémorandum d'entente pour l'organisation d'une exposition à Madrid sur les collections royales des 2 pays a également été paraphé, tandis que l'Espagne a finalisé la donation irrévocable au Maroc du théâtre Cervantes de Tanger, un chef-d'œuvre architectural du XXe siècle qui tombait en ruine depuis la fin de la colonisation espagnole. Felipe VI, accompagné de la reine Laetitia et d'une importante délégation, a entamé ce mercredi une visite d'État de 2 jours au Maroc. L'Espagne est un des principaux alliés du Maroc en Europe et son premier partenaire commercial avec des flux commerciaux dépassant les 12 milliards d'euros en 2018 selon l'agence de presse officielle marocaine. L'Espagne était le premier client du Maroc en 2017, dont elle a absorbé 23,7% des exportations, selon un organisme officiel marocain affilié au ministère de l'économie. Cette visite de Felipe VI, sa 2e comme roi après celle de juillet 2014, peu après son couronnement, avait à maintes reprises été reportée. Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez s'était rendu au Maroc en novembre, rencontrant le roi Mohamed VI et le premier ministre Saad Eddine El Othmani. Devenu l'an dernier la première porte d'entrée des migrants en Europe, avec 55 756 arrivés par la mer, l'Espagne a plaidé des mois durant pour que l'Union européenne débloque des aides à destination de son voisin marocain afin de mieux gérer les flux clandestins sur la route occidentale de la Méditerranée. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles au programme de SICA.